Bonjour à tous, il est 12h30. Comme disait mon prof de prépa, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Donc, c'est parfait. Alors, je vais inviter Naël à nous rejoindre. Salut Naël. Salut. Ça va Thomas? Ça va. Je vais chercher Maxime. Oula, il y a du monde. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Salut à tous, le chat est en folie. On dirait un live Twitch, c'est génial. Salut, Mohamed, Laurent, Titouan, Sophie. Salut tout le monde. Nicolas, salut Maxime, salut Alice, salut Alexandre, salut Aya. Si vous pouvez arrêter de dire hello, sinon je vais faire tout le monde. Salut Tristan, salut Adeline, salut Kenza. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ravi et encore merci Naël et Maxime de bien vouloir participer. Salut Alice deux fois du coup. Donc moi je m'appelle Thomas, je suis un des deux cofondateurs d'Emile, l'organisme de formation que je vais vous présenter en début de presse, mais très rapidement, je vous promets. C'est qu'il faut quand même qu'on fasse un peu de promo. Mais l'important, c'est que vous découvriez N8N avec Maxime et Naël. On va viser une presse entre 30 et 35 minutes pour vous permettre de poser des questions. Voilà, donc je vais y revenir aussi dans la presse. Salut Tohan. Est-ce que, Maxime, tu peux déjà partager? Parce qu'il y a déjà pas mal de monde et comme ça, on ne perdra pas trop de temps. S'il te plaît. Je vais juste me mettre sur un... Hop. Salut Florent. Ah, Ali, j'espère que vous allez être bons, Naël et Maxime. Alors, on n'a pas de part de chez N8N, hein, on fait ça gratos, parce qu'on aime bien l'outil. Mais je vais laisser Naël et Maxime un peu en parler, parce qu'ils vont parler de Make aussi, de toute façon, tout à l'heure. Vas-y, tu peux y aller, Maxime. Tu vois pas mon écran? Bon, si, on voit ton écran, mais tu peux passer à la slide, je veux dire. Non. C'est nickel. Ouais, donc du coup, aujourd'hui, je vous présente Emile rapidement. Ensuite, Maxime et Naël vont vous présenter, pour te répondre à Ali directement, qu'est-ce qui est intéressant avec N8N par rapport aux autres outils d'automatisation, les notions de base un petit peu, les éléments un peu, les pierres angulaires de N8N, donc notamment les nodes, justement. Et ils vous montreront concrètement des exemples d'automatisation directement dans l'outil, parce que ce sera le plus simple pour vous permettre d'appréhender les choses. Et donc, à la fin, on va vous laisser du temps pour des questions. Donc, on va essayer de tenir le 13h15. Après, si on dépasse et que vous êtes encore dispo, avec plaisir. Pour que ça fonctionne bien, les questions, je vous invite à utiliser la fonctionnalité questions qui est en bas à droite de votre écran. Et en fait, pendant tout le webinaire, de poser vos questions à l'écrit là-dessus. Et on les reprendra à la fin. Vous pouvez aussi upvoter des questions. Donc, si vous êtes très intéressé par la réponse à une question, n'hésitez pas à l'upvoter, comme ça on les traitera en premier. Mais on essaiera quand même de répondre à toutes les questions à la fin. Allez, tu peux switch, Maxime. Du coup, donc, Emile, on est un organisme de formation en data qui part d'une idée très simple. Dans l'économie du digital au sens large, les entreprises qui sont vraiment productives en termes de data, c'est des entreprises qui ont bien sûr des data analysts, des data scientists et des data engineers, mais surtout, c'est des entreprises où les autres fonctions savent faire de la data. Voilà. Et chez nous, on pense que tout le monde devrait faire de la data parce que les outils no-code, low-code comme N8N sont de plus en plus abordables, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations de manière générale dans les langages aussi. Et donc, on peut acquérir aujourd'hui des savoir-faire en data qui aident vraiment à faire du marketing, du produit, de la finance et des ops, et arrêter de tout faire sur Excel un peu lentement, quoi. Du coup, on construit des programmes de formation courts, en fait, qu'on espère être, enfin, en tout cas, c'est notre ambition chez Emile, qu'ils soient les plus pratiques du marché.
Vraiment, chez nous, nous, on est le lycée pro de la data, quoi. On n'est pas le lycée général du tout. Vous allez faire des choses et apprendre à faire des choses. Et on fait tous ces programmes en partenariat avec les plus belles startups françaises. Maxime, si tu veux switch. Donc concrètement, on a 4 programmes data. On a un programme de data analyse, un programme d'automation, donc dans lequel est inclus N8N, un programme sur Python et l'utilisation de modèles de machine learning supervisés, et un programme sur les problématiques de tracking et de product analytics. Donc là, on est sur du Google Tag Manager, du GA4. Ces 4 programmes, ils sont très courts, puisqu'ils font entre 40 et 50 heures. Ils sont construits pour des actifs, c'est-à-dire que les sessions de formation se font de 18h30 à 21h, donc après la journée de taf, et elles se font en visio. Voilà, pas besoin de courir dans un bureau pour aller faire de la formation. C'est des formations qui sont extrêmement pratiques, puisque ces sessions le soir, c'est des sessions de pratique où vous pourrez un jour peut-être retrouver Maxime, par exemple, où vous avez un pro de la data et un groupe de 12 personnes, et où vous ne faites que pratiquer sur des vraies données et des vrais use cases. Et vous avez même la possibilité à la fin de travailler sur vos propres données dans des projets de fin. Quelques chiffres, et je laisse la parole à Naël et Maxime. On a formé plus de 300 personnes chez Emile. On a un peu plus de 25 intervenants maintenant, une quinzaine d'entreprises partenaires. Donc, on a des données, par exemple, d'Ornicar ou de Tiller System, mais on est aussi partenaire de N8N ou de Fivetran pour la partie data. On a 10 auteurs, dont Maxime, que je remercie encore puisqu'il a écrit les cours de N8N. Et globalement, nos programmes sont apprécié puisqu'on a une note moyenne de 9,4 sur 10. On est même devenu le premier organisme de formation à distance sur Trustpilot très récemment. Voilà, donc si jamais un jour vous voulez former dans la data, on sera ravis de vous accueillir et je laisse la parole à Naël et Maxime. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais juste me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Maxime, ça fait 3 ans que je travaille dans l'univers startup sur des thématiques growth, data, automation, ops. Ça fait, je pense que ça va faire bientôt 6 mois, 9 mois que je suis aussi auteur chez Emile. Donc, j'ai coécrit la formation Marketing Data Automation, où on traite de sujets comme N8N, les Cloud Functions, Zapier, Fivetran. C'est une... Ouais, je vous le dis, c'est une super formation, mais bon, je suis peut-être un petit peu biaisé. Et ça fait 2 mois que j'ai rejoint Contrast. C'est une plateforme pour aider les entreprises à mieux créer, distribuer et générer des audiences avec le contenu vidéo, parce qu'on pense que le contenu vidéo, c'est l'avenir. Si vous êtes là à ce webinaire, c'est que vous y croyez sûrement aussi. Bonjour à tous, donc moi c'est Naël, j'ai été stagiaire chez Emile pendant 6 mois, donc de septembre dernier à mars, et j'ai suivi en même temps que j'étais stagiaire la formation donc, Marketing Data Automation, donc j'ai été formé par Maxime notamment sur N8N, et donc depuis fin mars j'ai été poussé par Thomas et Paul, donc les 2 cofondateurs d'Emile, à faire de l'automatisation en tant que freelance, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 4-5 mois chez Emile. Donc, je traitais des sujets d'Airtable, Zapier. Après, du coup, après la formation, j'ai pu me lancer sur N8N. Et donc, voilà, je suis freelance en automatisation depuis 1 mois maintenant. Et je compte le rester jusqu'à à peu près fin septembre avant de reprendre les cours parce que voilà, je suis en école d'ingénieur en césure. Et donc, je suis freelance pendant les quelques mois qui me restent avant de reprendre les cours. Voilà pour moi. Donc, je vais commencer par vous présenter N8N et pourquoi l'envisager. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que N8N, en fait, c'est une plateforme d'automatisation de workflow. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire des workflows. Donc, qu'est-ce qu'un workflow? C'est une suite d'actions, en fait. Donc, une suite d'actions qui va nous permettre d'interagir avec des services via des API. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que des API, en fait, vous avez des services comme Amazon, par exemple Livestorm, qui est aussi une application, possède une API. Et donc, en fait, on peut interagir avec différents outils via des workflows. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un élément déclencheur au début de notre workflow. Par exemple, ça peut être un trigger, par exemple. C'est-à-dire quand il se passe une action chez l'un de vos services, donc par exemple, ça peut être Calendly. Quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit sur Calendly, vous allez avoir une suite d'actions qui va s'effectuer. Et on verra par la suite, Maxime et moi-même, on vous présentera des exemples de ça. Donc, il y a moyen de déclencher des workflows aussi avec des cron. Donc, c'est-à-dire que de dire, ce workflow-là, je veux qu'il se déclenche telle heure tous les matins ou toutes les 15 minutes, etc. Et donc, toutes les 15 minutes, on va avoir notre suite d'actions qui va s'effectuer et qui va interagir avec les différents services que vous avez mis en place. Donc on peut voir qu'avec un workflow, on peut connecter plusieurs outils. On peut aussi transférer et transformer de la donnée.
Donc, c'est-à-dire que si vous avez de la donnée qui vient par exemple d'un Google Sheets ou comme on va le voir dans l'exemple tout à l'heure, d'un formulaire Webflow, on peut ensuite la transformer et en faire ce que l'on veut pour la mettre, par exemple, dans notre data warehouse ou autre chose. Donc pourquoi envisager N8N? Donc N8N, il faut savoir que ça a été créé en 2019 et ils ont levé en série A 19 millions d'euros. Donc ça a été créé par un Allemand. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant par rapport aux autres concurrents comme Zapier, Make et Automate.io par exemple? Donc c'est qu'en fait, ils possèdent une version gratuite, c'est-à-dire que soit on déploie nos workflows sur n8n.cloud, qui est le service cloud d'N8N, qui nous permet de faire tourner nos workflows directement sur les serveurs d'N8N, soit on peut mettre nos workflows sur notre propre serveur à nous, et en fait utiliser le code open source qui est disponible d'N8N pour les faire tourner sur notre serveur. Et donc ça fait que la seule chose qu'on va avoir à payer, c'est notre serveur, notre hébergeur. Et donc ça, c'est vraiment pratique quand on essaie d'automatiser au maximum une entreprise, parce que par exemple, pour les concurrents comme Zapier, Make et Automate, on va payer à la tâche en fait. Donc c'est-à-dire que dès qu'une action est effectuée dans le workflow, ça va nous être comptabilisé et à la fin, on a un pricing par rapport à ça. Alors que sur N8N, même si on utilise le service N8N Cloud, on va payer à l'exécution de tout le workflow. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des workflows vraiment très intéressants et très complexes. Donc, on va le voir après. Et payer en fait juste l'exécution de ce workflow-là. Donc, si on est assez intelligent et si on est assez malin, on peut vraiment faire des choses vraiment, vraiment cool avec N8N. Ensuite, N8N, vu qu'il y a du code open source, il y a une énorme communauté autour de ça. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous... Enfin, en fait, on peut poser des questions quand on est sur le plan gratuit. On peut poser des questions seulement sur le forum. Et c'est un forum qui est très réactif. Et en fait, donc, il y a une énorme communauté. Les gens, Maxime me disait hier que les gens répondent dans à peu près une seule journée. Enfin, on a une réponse très rapide. Et après, si on prend un plan plus élevé avec 120 euros par mois, par exemple, on peut avoir un support dédié. Mais on pense que ce n'est pas nécessaire. Et en tout cas, moi, comme Maxime, on n'a pas encore eu besoin. En quoi est-ce que c'est différent de Zapier, Make et Automate par rapport aux intégrations qui sont proposées? En fait, il faut savoir que N8N, on peut créer nos propres nodes. Donc, Maxime présentera après ce que c'est, mais en fait, un node, c'est une action qui va être effectuée. Donc, une action, elle est liée à un service. Et donc, le truc, c'est que N8N n'est pas encore connecté à tous les services du monde, évidemment, mais on peut implémenter nos propres services. Si on travaille tout le temps avec Livestorm et que Livestorm n'est pas encore disponible sur N8N, on peut créer notre propre node si on est un petit peu développeur ou attendre que quelqu'un le développe pour nous. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Ah oui, c'est pas du no-code. En fait, on est plutôt dans du low-code que du no-code parce qu'il y a quand même un petit peu de JavaScript à gérer. Il faut un petit peu comprendre les concepts qui sont derrière avant de se lancer. C'est moins intuitif, je dirais, qu'un Zapier, un Automate.io, mais c'est beaucoup plus puissant et on le verra après que c'est vraiment super puissant. Et donc, si jamais vous voulez commencer avec N8N, ce qui est possible de faire, c'est de prendre le plan gratuit, par exemple, avec n8n.cloud, commencer à développer votre application sur n8n.cloud et après copier-coller en fait parce que des workflows sont très facilement exportables, contrairement à Zapier, Automate ou Make. Donc, une fois qu'on a fait notre workflow, on peut l'exporter et par exemple le mettre si on veut plus tard dans notre serveur à nous. Donc, on peut commencer voilà, sur n8n.cloud et après s'exporter sur un autre serveur. Donc voilà, Maxime, peut-être que tu as des choses à rajouter sur. Ouais, non, mais je pense que cette notion de workflow plutôt que tâche, elle est assez intéressante parce que si on suppose que dans un workflow moyen, qu'on ait 5-6 tâches, en fait, le forfait au workflow, c'est comme s'il était 5 fois plus grand que le forfait à la tâche. Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que N8N utilisé en low-code, en fait, devient beaucoup plus puissant que les concurrents. En revanche, quand il est utilisé en no-code, je trouve qu'il vaut plus ou moins les outils concurrents. Mais justement, on va se lancer dans une petite intro. Donc, pour cette intro, j'ai quand même préparé quelques slides pour qu'on ait juste les grandes notions, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est vous montrer en fait en live, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que vraiment de vous montrer. Donc, comme l'ont mentionné Thomas et Naël, le node, c'est vraiment l'unité élémentaire d'N8N. Donc, c'est ce petit truc que vous voyez là, ce petit carré. Et en fait, ce petit carré, ce node donne accès à un service. Donc, ce service, il peut être de plusieurs types. Ça peut soit être un service web. Donc, on peut, par exemple, accéder aux données d'un Google Sheet, accéder aux données d'un Airtable. Comme ça peut aussi être des nodes qui seraient plutôt, comment on pourrait dire, utilitaires. Transformer de la donnée, créer justement des conditions, créer des branches pour gérer différents cas.
Donc, rentrons tout de suite dans un exemple. Donc, ici, j'ai fait un petit Google Sheet où j'ai les informations de contact sur moi. On va aller sur N8N et on va créer un nouveau workflow. Donc ici, je vais ajouter un node Google Sheet. On va s'authentifier via Auth, juste parce que pour l'exercice, c'est un petit peu plus simple. Donc, je vais faire ça un peu rapidement et puis ensuite, je vous expliquerai exactement ce que c'est. Hop. Donc, je suis authentifié. J'ai mon Google Sheet ici que j'ai envie de lire. Et en fait, je peux, en sélectionnant l'ID du Google Sheet et en l'insérant ici, je peux voir que je récupère toutes les informations du Google Sheet directement dans N8N. Ensuite, je peux en faire ce que je veux. Donc là, il y a pas mal de... Donc, je fais un petit peu vite, mais on va décomposer. Je vais vous montrer justement les différents éléments et ce qu'il faut comprendre. Donc, comme je vous ai dit, là, on a ajouté un autre Google Sheet. Ce node Google Sheet donne en fait accès à pas mal de services dans Google Sheet. Donc, on peut par exemple lire, créer, supprimer, chercher, update un Google Sheet. Là, en l'occurrence, on était juste en train de lire les données qui étaient dans ce Google Sheet. Pour se connecter au service, on a dû utiliser ce qu'on appelle un credential. Donc, un credential, c'est en fait ce qui vous permet de vous authentifier à une application. Pour vous donner un exemple très simple, supposons que vous ayez un CRM, que ce CRM soit HubSpot. Si n'importe qui pouvait s'authentifier à votre CRM sans avoir un login mot de passe ou une clé API, en fait, franchement, ce serait un enfer. N'importe qui pourrait accéder à votre CRM, complètement le vider et puis faire ce qu'ils veulent de vos données. Donc, en fait, le credential vous permet vraiment de valider que c'est vous et que vous avez le droit d'accéder à tel ou tel service. Donc, ce credential, il peut être de plusieurs formes. Ça peut être soit une clé API, comme ça peut être ce qu'on appelle du OAuth. Là, en l'occurrence, c'est du OAuth 2, mais c'est du OAuth. Et ça, en fait, c'est ce que tout le monde connaît sous le nom de SSO. Donc, en fait, on se connecte en utilisant, par exemple, le sign-in Google. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour le credential. Et donc, le dernier, je pense, grand élément qui est important, c'est cette idée d'item. Donc, l'item, c'est vraiment l'unité de données dans N8N. Donc, comme vous pouvez voir ici, quand j'ai lu ce Google Sheet, ici, j'ai des en-têtes, donc j'ai des colonnes et des noms de colonnes, et ensuite, j'ai des valeurs pour chacune de ces colonnes. En fait, le format de données dans N8N, c'est ce qu'on appelle un JSON. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le JSON, un JSON, c'est un ensemble de clés-valeurs, comme vous pouvez voir ici. Donc, first name Maxime, last name Poulsen, email, etc. Et ici, on peut revoir first name Maxime, last name Poulsen, email, ceci. Donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'on va faire pour accéder à différentes données. Donc, ici, j'ai pris l'exemple de Google Sheet. J'aurais pu prendre un exemple de HubSpot. J'aurais pu chercher le contact qui me représente sur HubSpot et j'aurais eu différentes clés pour toutes les valeurs des différentes propriétés que j'ai dans HubSpot. Excuse-moi, Maxime, on demande juste que tu repasses en plein écran, s'il te plaît, en mode slideshow. Merci. Pardon. Et peut-être, quand tu fais la partie N8N, comme tu es un mec méga rapide, peut-être fais-le plus lentement, parce que les gens ont l'impression que ça lag, alors qu'en fait, c'est juste que tu vas trouver. Bon, je vais aller plus lentement. Donc ici, on peut voir toutes les données qu'il y avait dans le Google Sheet. Et pour vous montrer juste un autre exemple, si ici, je rajoute quelques lignes. Hop, donc ici, j'ai rajouté Thomas et Naël. Si je reviens sur N8N et que je relance le node, ici, je vais avoir mes infos, les infos de Thomas et les infos de Naël. Donc, pour relancer le node, j'ai juste cliqué ici, Execute Node. J'aurais aussi pu cliquer ici. Et on peut voir que le Google Sheet a été mis à jour et tout de suite, j'ai pu accéder aux informations dans N8N. Encore un point de moins vite, Maxime, s'il te plaît. Pardon. Ici, le bouton Execute Node en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et voilà, donc on peut voir chaque ensemble de clés-valeurs a été rajouté ici. Donc, on peut soit avoir un seul item, comme on peut avoir plusieurs items. Et en fait, ceci nous permet d'automatiser potentiellement un ensemble de tâches pour un ensemble de contacts. Donc, là, on a un petit peu découvert cette notion de node. Pour aller un petit peu plus loin, en fait, un node, généralement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'un node va vous servir à récupérer la donnée, transformer la donnée ou envoyer de la donnée.
Mais là où, en fait, on va pouvoir accéder à toute la puissance d'N8N, c'est en combinant les nodes et en créant ce qu'on appelle des workflows. Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc, je vais supprimer les lignes, on va le faire juste pour moi. Donc, je supprime. Quand je relance le workflow, on peut voir qu'il n'y a plus que moi. Et en fait, ici, ce que je vais vous montrer, c'est je vais ajouter le node HubSpot. En fait, on va créer un contact dans notre compte HubSpot. Donc ici, j'ai déjà créé mon credential. Non, je ne vais pas vous montrer notre clé API. Je vais, en tant que ressource, chercher les contacts. En tant qu'opération, je vais créer ou mettre à jour. Et ensuite, ici, dans l'email, il me faut au moins une info pour pouvoir créer ce contact. Ici, on arrive vraiment dans la notion qui est très puissante dans N8N, c'est l'idée d'expression. Donc, ce que je peux faire ici, donc, juste pour revenir ici. Donc, ici, j'ai lu les données. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, entre chaque node, transite cette donnée. Donc, le node start, en fait, il ne renvoie pas de données, il sert juste à déclencher le workflow. Donc, il n'y a pas de données ici. Mais on peut quand même voir qu'il y a un item. Donc, ici, en haut à gauche, je peux voir les items. Donc, un item qui a été transféré ici, qui est vide. Ici, j'ai lu la donnée du Google Sheet. Ici, je n'avais qu'un seul item, vu que je n'avais qu'une seule ligne. Et ensuite, cet item va être envoyé au node HubSpot. Donc, en fait, ici, depuis le node HubSpot, je peux récupérer de la donnée du node Google Sheets. Ça, je pense que ça va être quelque chose que les utilisateurs, peut-être de Make, d'Integromat ou Zapier connaissent déjà. Mais en fait, on peut transiter de la donnée d'un node à l'autre. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on va construire des workflows. In fine, 99% du temps, un workflow, c'est juste de la donnée qui transite d'un point A à un point B. Donc, pour finir ce workflow, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contact dans HubSpot avec toutes ces informations-là. Donc, ici, Create Update, je vais ajouter une expression et je vais regarder dans Current Node, Input Data, et je vais récupérer l'email. Donc, comme ça, je récupère l'email qui vient du node précédent, ici. Et bon, ne nous occupons pas des autres propriétés. Je vais juste exécuter. Et je reçois, donc on voit que le node a bien été exécuté. Je reçois ce qu'on appelle une réponse de HubSpot. Cette réponse me dit tout simplement que le contact a bien été créé et il me renvoie les données sur le contact. Un dernier point, et ensuite je laisserai Nayel rentrer un petit peu plus dans le détail de ces exemples. Si je reviens ici et que je rajoute les 3 contacts et qu'on repasse sur 3 contacts, donc ici je réexécute, on voit qu'il y a 3 items cette fois. Le fait d'avoir utilisé ici une expression, en fait, le node va s'exécuter pour chaque item. Donc, pour chaque item ici, pour chaque ensemble de données, pour chaque JSON, on va exécuter le node HubSpot et on va créer un contact. Donc, ici, on peut voir, et puis je vais mettre un node comme ça, vous pourrez voir. Si ici, j'exécute, je peux voir qu'il y a 3 items. Donc, les 3 contacts qui ont été renvoyés par le Google Sheet ont été, on peut dire, lus par le node HubSpot et créés. Et en fait, on peut voir ici, en double-cliquant, alors, vue tab, ça ne se verra pas, mais ici, j'ai pour chaque contact, j'ai un JSON qui me confirme que le contact a été créé et que j'ai pu accéder au service HubSpot et que j'ai pu créer ces contacts via N8N. Donc, ici, on arrive dans finalement ce qu'on appelle un workflow. C'est ce qu'on mentionne depuis tout à l'heure. C'est ce que disait Nayel tout à l'heure. Au lieu de facturer à la tâche, donc à chaque exécution de chaque node, ça va plutôt être facturé à chaque ensemble d'exécution de workflow. Ceci vous permet de démultiplier les tâches et de ne pas avoir justement à vous soucier des notions d'optimisation et de minimisation du nombre de tâches qui sont effectuées. Donc voilà, le dernier concept ici, un workflow. Un workflow est un ensemble de nodes qui sont connectés tout simplement. Celui qu'on a vu ensemble ou celui-là. Donc celui-là, si j'ai essayé de vous le lire très simplement, quand une démo est bookée dans Calendly, on crée un contact et on notifie l'équipe. Ça, c'est un exemple vraiment tout simple de workflow qui est à forte valeur ajoutée et qui peut être implémenté en l'espace de quelques secondes. Mais je vais laisser Nayel reprendre la main et vous montrer quelques exemples un petit peu plus en détail. Ouais. Je vais essayer de partager. Vous voyez bien mon écran? Ouais, tu peux parler un poil plus fort, Nayel, s'il te plaît? Ok, je vais essayer.
Du coup, le workflow qu'on va essayer de faire ici, ça va être une fois, donc le trigger, donc ce qu'on appelle le trigger, c'est l'événement déclencheur de ce workflow. Ça va être de déclencher le workflow quand on va avoir un utilisateur qui va remplir un formulaire sur notre site Internet. Donc ça nous a été très utile chez Emile. Ici, ça va nous être très utile aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un va remplir le workflow, ça peut être intéressant de le mettre dans un CRM, par exemple. Ici, j'ai mis Airtable. Et après, de l'envoyer dans une séquence de mails. Donc, soit lui envoyer un mail unique, ou soit lui envoyer une séquence de mails via les listes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reproduire un petit peu ce workflow-là? Donc, déjà, il faut savoir quand on veut faire une connexion avec un outil externe, la première chose qu'on peut voir, qu'on peut essayer de faire, c'est voir si un node existe déjà. Donc là, par exemple, on tape Webflow, et donc on voit qu'il y a bien un Webflow trigger qui existe, donc il va pouvoir trigger l'événement, un des événements qu'on va pouvoir voir. Donc, par exemple, un des événements ici, ça peut être form submission, mais il y a aussi d'autres événements qu'on peut trigger. Et une fois que cet événement est réalisé, on va commencer à réaliser, le workflow va se réaliser automatiquement. Si le node n'est pas disponible, vous pouvez voir en fait avec les webhooks, donc là ça rentre un peu plus dans quelque chose de technique, mais si le service avec lequel vous voulez vous connecter possède des webhooks, donc est capable de vous envoyer une information quand un événement se produit. Donc ça c'est plutôt pour la partie dev. D'ailleurs, il y a un très bon article qui est écrit sur le site Emile par rapport au webhook. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Donc là, on va essayer de réaliser à la main ce workflow-là. Donc, on crée un nouveau workflow. Donc ça, c'est l'interface d'N8N. On crée un nouveau workflow. Donc, on commence par créer le trigger de Webflow. Donc, là, j'ai déjà rentré mes credentials. Donc, j'ai mon site internet à moi, le site sur lequel je veux trigger mon action, donc Naël Ferré, et l'événement, ça va être une soumission de formulaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je peux sauvegarder et je peux essayer de voir si mon node est bien connecté à mon site internet. Donc, la première chose que je vais faire, c'est exécuter le workflow. Donc là, je l'exécute. Et en fait, il va attendre une action. Et donc, on va exécuter cette action pour voir si tout se produit bien. Donc, par exemple, ça, c'est mon site internet, donc Naël Ferré. Donc, je remplis ces quelques informations du formulaire, donc, avec un petit message. Et donc, une fois que je vais envoyer le formulaire, normalement, ça devrait se trigger. Donc, ça veut dire qu'on devrait recevoir l'information, donc ce qui est bien passé ici, sur notre workflow. Donc, si on ouvre un petit peu le workflow, on voit qu'on a de la donnée qui a été transitée, donc clé valeur, comme nous a dit Maxime. Donc là, le JSON que je récupère, il a des clés name, etc., site, et on voit que l'information qui nous intéresse, qu'on aimerait bien rentrer dans notre Airtable, c'est par exemple le nom de la personne qui a rempli le formulaire, l'email et le message qui a été fourni. Donc, une fois qu'on veut le rentrer dans Airtable, en fait, on va aller sur le node Airtable, comme ça. On remplit les credentials. Donc là, je les ai déjà renseignés. Il nous demande quelques informations en plus. Donc, l'opération que je veux faire, moi, sur Airtable, c'est ajouter une ligne à mon Airtable. Donc, l'Airtable, j'ai déjà fait, il est déjà préparé ici. Et donc, l'opération que je veux faire, c'est ajouter un nouveau record, donc une nouvelle ligne. Donc, ça, c'est Airtable. Et les informations que je dois lui renseigner, c'est l'idée de la base, donc que je récupère dans l'URL. Je colle ici. Et après, l'idée de la table. Une fois qu'on fait ça, on a les deux informations. On va être capable d'ajouter les fields. Sauf que, en fait, le node Airtable, il doit recevoir les bonnes informations en entrée. Donc, c'est-à-dire que si on veut lui renseigner nom, email, message, il faut qu'en entrée, on ait nom, email, message. Sauf que là, en sortie de ce workflow-là, ce qu'on a, c'est name, site, data, etc., etc. Donc là, on va utiliser une des fonctionnalités d'Airtable qui s'appelle le node set et qui va nous permettre un petit peu de définir la donnée qui va transiter. Donc là, je vais définir certaines données que je veux récupérer. Donc, par exemple, le nom, il va falloir que je le récupère parce que c'est ce qui va être renseigné dans Airtable. Le nom, l'email et la dernière chose, ça va être, on a dit le message. Et donc, il faut que je remplisse de manière dynamique le nom, l'email et le message par rapport à ce que m'a renvoyé le formulaire. Donc là, c'est ce que disait Maxime, on rentre dans les expressions. Donc, je vais ajouter une certaine expression. Et donc là, je vais aller chercher l'information dans le node. Donc, c'est avec le petit menu à gauche qu'on va chercher l'information dans le node qui nous intéresse. Donc, moi, c'est dans le node Webflow Trigger, l'output data, c'est ça qui m'intéresse, JSON. Et après, on a bien vu, donc ça, c'est l'ensemble de clés valeurs. Data, c'était une clé. Et dans cette data, il y a une certaine valeur. Et donc là, on avait dit que c'était le nom. Et donc, du coup, là, en fait, donc ça, c'est du JavaScript. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de low code, parce que voilà, il y a un petit peu de JavaScript. Et donc, on a la clé JSON. Dans la clé JSON, on va chercher la clé data. Et dans la clé data, on va chercher le name. Et donc, une fois qu'on a ça, on a le résultat en bas. Donc, ici, de manière dynamique, on l'a. Donc là, c'est bien Naël Ferré. Et donc là, j'ai mon information de nom. Donc après, je peux faire exactement la même chose en prenant la data
email, et exactement la même chose en prenant la data message. Et donc, une fois que j'ai rempli cette donnée-là, je peux l'envoyer dans Airtable en connectant les nodes de cette manière-là. Donc, hop, hop. Et donc là, si je lance le node jusque-là, on devrait avoir une nouvelle ligne dans notre Airtable. Et donc voilà, nom, email, message. Donc là, on a rentré notre donnée des formulaires, nos données du formulaire de contact dans Airtable. Et après, ce qu'on peut faire, c'est soit envoyer un mail via Gmail, soit envoyer dans une campagne l'Emlist. Donc par exemple, là, on voit qu'il y a un node qui a été intégré par l'Emlist. Donc, on remplit les credentials. Et ce qu'on veut faire, par exemple, c'est on veut faire une opération sur les leads. Et ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau lead. Donc ici, la campagne ID, j'ai déjà créé une campagne sur l'Emlist. Ça peut être celle que vous voulez. Et après, il faut renseigner l'email de la personne à renseigner, enfin l'email du lead. Et donc là, on va rajouter l'email du lead de la même manière que tout à l'heure. Donc hop là, email, data. Et voilà. Et donc là, en fait, on voit de manière dynamique l'email que l'on va renseigner dans l'Emlist. Et donc, en fait, ce workflow, il est intéressant. Pourquoi? Parce que quelqu'un remplit votre formulaire de contact, vous l'ajoutez à votre CRM et après, vous lui envoyez une liste, une séquence d'emails disant, ben voilà, peut-être que tu es intéressé par mes services, etc., etc. Et donc, une fois qu'on lance ce dernier node, eh bien, on peut voir que dans notre Lemlist, on va avoir un nouveau lead avec bien la bonne adresse mail. Donc ça, c'est possible une fois que votre workflow, donc là, vous l'avez bien testé, on a construit ensemble le workflow. Une fois qu'il est testé de cette manière-là, on voit que ça va marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on save le workflow et après, on peut l'activer. Et donc, une fois que le workflow est activé, ça va trigger n'importe quel événement, enfin n'importe quel formulaire qui va être rempli, ça va nous lancer ce workflow-là. Et donc, du coup, comment est-ce que ça marche de manière concrète? Donc, il faut que je supprime ce lead-là, sinon ça ne va pas marcher, parce que sur la liste, il y a unicité de l'email dans les leads. Donc là, ça a bien été remove. Et donc là, on peut voir que mon workflow est actif et je ne vais pas l'exécuter. Et une fois que je vais remplir le formulaire, il y a tout qui va bien se remplir. Donc, si je réactualise mon formulaire de contact, que cette fois-ci, je mets Maxime, par exemple, je mets un message test, submit. Donc, normalement, on va voir remplir ici une nouvelle ligne et dans les listes, un nouveau lead. Si ça marche bien. Hop. Moment de vérité. On va voir si l'effet démo s'applique à toi, Miguel. Donc là, on a bien le nouveau lead sur Airtable. Et normalement, dans les listes, si on actualise, on va avoir le nouveau lead aussi. Voilà, le nouveau lead qui est bien présent ici. Et donc, on peut voir l'historique des exécutions. Donc là, en fait, je n'aurai plus rien à toucher et tout se passerait bien. Et dans l'historique des exécutions, on peut voir qu'il y a un certain workflow donc, que je n'ai pas encore renommé, qui a bien été réalisé avec succès. Donc, voilà un petit peu pour la présentation d'un workflow qui peut vous être utile. Donc, on va essayer de vous en présenter d'autres. Est-ce que Maxime, tu veux prendre la main pour présenter Je pense qu'il y en a un que tu voulais présenter entre-temps. je l'ai présenté, ouais. Les amis, est-ce que vous pourriez en faire un seul bien complexe là, pour les gens qui ont déjà fait de l'automatisation pour montrer toute la puissance? Parce que là, je vois que l'heure tourne et il y en a encore deux à présenter. Bah, Naël, si ça te va, je prends la main, je vais vous montrer Et Naël, s'il faut, on remontrera le tien pendant les questions après, mais comme ça, on montre un exemple vraiment, vraiment avancé d'Admiten. Et comme il y a des gens qui sont déjà familiers de ce genre de truc, au moins. Voilà. Donc l'exemple que je vais vous montrer, est-ce que, donc, j'imagine que ceux qui connaissent Admiten connaissent sûrement Segment. Donc, Segment, c'est ce qu'on appelle un CDP, donc un Customer Data Platform. Le grand principe est le suivant. En fait, on connecte des sources et on connecte des destinations. Et en fait, ce que permet de faire Segment, c'est de router des events depuis la source vers la destination. Donc, moi, je vais vous montrer quelque chose que j'ai construit chez Contrast. L'idée derrière ce workflow, en fait, c'est que je n'aimais pas la manière dont Segment envoyait la donnée à HubSpot. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de configurabilité, du moins pas avec le plan gratuit. Et du coup, l'idée, c'était au lieu d'avoir Contrast, notre produit, qui renvoie vers Segment, qui renvoie vers HubSpot, en fait, j'ai reconstruit cette partie-là et j'ai plutôt fait Segment envoie des webhooks qui sont envoyés à N8N que j'envoie à HubSpot. Donc, ça peut paraître un petit peu plus compliqué parce qu'on a quelques étapes en plus. Mais en fait, le fait de router tous les événements par N8N pour ensuite les envoyer à HubSpot, en fait, nous donne une beaucoup plus grande flexibilité. Donc, pour vous parler un petit peu de cet exemple, donc on a plein d'événements qui sont envoyés de notre produit, soit quand quelqu'un clique sur le CTA du site, quand quelqu'un confirme son email en cliquant sur l'email qu'on lui envoie,
quand quelqu'un crée une organisation, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui crée un nouveau compte sur notre produit, quand quelqu'un rentre dans le studio, donc quand quelqu'un commence par exemple à live streamer, en fait cet événement va être trigger. Du coup, ce que permet de faire ce workflow, ici au niveau du webhook, en fait on reçoit les events. Ici, je fais un petit peu de tri où en fait il y a certains events qui ne m'intéressent pas et tous les events qui ne m'intéressent pas, en fait je lui dis bon bah tu no-op, tu ne fais rien. Donc, le node no-op, en fait il ne fait rien, do nothing. Et ensuite, en fonction des différents cas, on va recevoir, il va router les informations vers les bons nodes pour qu'on puisse justement mettre à jour certaines propriétés, mais pas d'autres, qu'on puisse incrémenter des propriétés. Donc, pour vous donner un exemple tout bête, ici, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans le studio, et donc là, il faudra lire un petit peu de JavaScript, mais pour ceux qui s'y connaissent, c'est assez lisible. Donc, je regarde dans HubSpot combien de fois ils sont rentrés dans le studio et je fais +1. Et s'ils ne sont jamais rentrés dans le studio, ce que veut dire cette double barre, eh ben, je mets juste 1. C'est leur première rentrée dans le studio. Et ceci veut dire qu'en fait, dans HubSpot, j'ai en permanence une liste de tous nos utilisateurs du produit, combien de fois ils ont créé un space, créé un studio, qu'ils ont vu telle ou telle page. Alors, les page views, je n'ai pas encore fait, je suis encore en train de les construire. Mais en fait, on peut imaginer incrémenter à peu près n'importe quoi dans le CRM et avoir toute la donnée mise à disposition. Ça, c'est extrêmement pratique pour faire des campagnes marketing, pour pousser certaines features. En fait, on peut utiliser ces données pour faire à peu près ce qu'on veut. Donc, juste peut-être avant de finir, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est exécuté. Donc ici, je vais voir dans l'historique des exécutions. En fait, je vais chercher une exécution qui dure plus qu'une fraction de seconde, ce qui veut dire qu'en fait, quelque chose s'est réellement produit. Donc ici, l'événement qui a été reçu était le suivant. On peut voir que je suis rentré dans le studio. Je suis rentré dans le studio, admin studio entered, et la personne, c'est moi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici, on suit tout ce cheminement qui sert à router. Je cherche dans le CRM mon contact. Je peux voir que j'étais déjà rentré 2 fois dans le studio. Et ensuite, ici, je viens incrémenter cette propriété. Et donc, normalement, ici, je devrais avoir ma 3e entrée dans le studio. En fait, le contact est mis à jour avec le fait que, oui, j'ai sign up, oui, je suis rentré 3 fois dans le studio, la dernière activité en admin, et bien sûr, j'en profite pour remettre à jour first name, last name, parce que ce sont des données qui sont renseignées par le client. Donc ça, c'est un exemple un petit peu plus complexe de ce qu'on peut faire avec N8N. Visuellement, je peux vous en montrer un autre rapidement. Ça, c'est une amélioration de l'intégration native Calendly HubSpot qui permet de mieux traquer les UTM et de mieux traquer toutes les informations qui sont renvoyées par Calendly que l'intégration native HubSpot ne fait pas automatiquement. Et donc, pour lire ici très rapidement le workflow, quand un nouvel événement se produit, je retire tout de suite cette personne de toutes les campagnes email qu'on peut avoir en cours parce que voilà, une conversation est prévue, on n'a pas besoin de continuer à envoyer des emails. Et ensuite, je fais un petit micmac pour bien mettre à jour les informations du contact dans le CRM pour qu'on puisse bien traquer la donnée et bien se rendre compte des différentes sources qui ont pu donner lieu justement à des calls, que ce soit des onboarding ou des calls d'intro. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Si vous voulez que je rentre un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas à poser des questions et je pourrais revenir là-dessus. Un petit micmac, donc Maxime, c'est toujours. Petit. Oui, c'est pas grand-chose, facile à faire, bien sûr. Ça n'a pris pas du tout de temps non plus. Mais alors, tu sais quoi, Thomas, je pense que tu serais étonné parce que et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec les élèves de la track. La première séance, elle est vraiment dure. Parce que la première séance, il faut trouver des boutons, il faut trouver où cliquer, il faut trouver. Mais en fait, au bout de la 2e, 3e séance, parfois, je rentre dans les breakouts et je vois un mec qui est en train de drag and drop 4 nodes qui connectent en 2-2. Je pense que une fois que l'introduction est faite et une fois qu'en fait on comprend un petit peu plus ce qu'on est en train de faire, ça peut aller très très vite. Ouais, alors, un autre avantage, moi qui suis pas mauvais sur Zapier déjà, mais qui ai fait du N8N de manière vraiment débutante pour l'instant, c'est en fait c'est la modularité des nodes quand on est sur l'écran un peu générique là. Moi, combien de fois ça m'est arrivé sur Zapier de vouloir faire un PAF, donc de vouloir faire des chemins, et en fait Zapier ne permet de faire ça qu'à la fin du zap.
En gros, on ne peut pas récupérer des gens derrière, donc ce qui fait qu'on doit faire des trucs un peu alambiqués ou alors faire des subzaps et tout. Donc, c'est assez complexe. Bah là, en fait, vous pouvez tout drag and drop et tout glisser sur l'interface. Et donc, vous pouvez faire des paths où vous voulez. Différents paths peuvent arriver sur un même endroit à un moment, mais avoir un petit peu des différences. Enfin, c'est beaucoup plus modulaire. Donc, la partie configuration, de moi qui ne connais pas aussi bien Newton que vous, il y a un petit coup d'entrée, quoi. Mais par contre, la partie organisation du workflow, on va dire, et de la séquence, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue utilisateur sur N8N que sur Zapier. Justement, juste avant de prendre vos questions, parce qu'il y en a eu pas mal, pour vous donner un petit peu de contexte, Maxime a écrit les cours N8N donc, du programme Marketing et Data Automation que Naël a suivi. Voilà, la boucle est bouclée. En fait, ce programme-là, c'est vraiment un programme d'automation de bout en bout dont l'objectif final est de vous apprendre à automatiser le transfert de données d'un point A vers un point B, soit pour automatiser des tâches, évidemment, soit, et Toan a une question à ce sujet, pour automatiser aussi le rapatriement de données. Donc, c'est un petit peu l'exemple de Maxime avec la partie segment, finalement, puisqu'il y a une notion de récupération de données sans forcément qu'il y ait une tâche attenante à ça. En fait, on vous apprend à faire ça en partant du no-code et en allant jusqu'au code. Voilà, donc on aborde 2 outils no-code, Zapier, évidemment, parce que ça reste important de comprendre l'outil le plus simple, on va dire, d'automation du marché. Fivetran aussi, qui est un ETL, donc qui permet d'extraire, de transformer, de charger de la donnée sur la partie data automation. Ensuite, il y a N8N qui prend une place importante dans le programme au milieu, qui permet de faire donc, du low-code, et ça permet de faire une transition vers le code, où on vous apprend à faire des scripts d'automatisation dans des cloud functions, donc sur la suite Google. On ne vous transforme pas en développeur, évidemment, en si peu de formation, mais l'idée, c'est de vous montrer les possibles, entre guillemets, quand vous savez faire du code, et de vous faire manipuler un petit peu des scripts pour que vous puissiez vous-même un petit peu bidouiller des trucs ou en tout cas discuter avec des gens qui le font sans aucun problème. Et ce programme-là, voilà, là, il est plein pour mai, mais on aura des promos qui reprennent en septembre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse un jour, il y a les infos sur le site. Fin de l'auto-promo et merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vous propose qu'on passe aux questions, messieurs. Par ordre d'upvote, Ali demande sur l'exemple HubSpot tout à l'heure, comment est-ce que le node HubSpot il a fait pour mapper les champs du Google Sheets? Alors en fait, je peux te remontrer si tu veux. Je vais partager mon écran. Donc, bon, je n'ai pas enregistré, ça c'est de ma faute. Pour remontrer juste à quoi ça ressemble, donc ici je vais juste reconstruire ce qu'on a fait tout à l'heure. Très rapidement. Okay, donc, c'est pas l'heure d'Ikibug, c'est Maxime qui va très vite. Mais, ouais, c'est juste moi qui le reconstruis très rapidement, ne vous inquiétez pas, ça ne bug pas. Et je vais aussi vous montrer comme quoi, en 2 secondes, on peut... Hop. Alors, je refais juste tel qu'il était, comme ça je peux vous montrer. Donc ici, je peux réexécuter. Voilà. Tu vois, Thomas, c'est ce que je te disais. En l'espace de vraiment quelques secondes, quand on maîtrise un peu l'outil, ça peut aller très vite. Donc, ici, j'ai lu tous les contacts. Ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, ici, quand j'ai dû créer le contact dans HubSpot, il faut au moins que je lui donne un email. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien HubSpot, il y a 2, ce qu'on appelle clés primaires dans HubSpot, 2 manières uniques d'identifier un contact. C'est soit un email, soit un contact ID. Donc, ces 2-là sont finalement couplés. Et donc, quand j'ai dû créer le contact HubSpot, il me demande au moins de lui renseigner un email. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais, ce que Naël expliquait tout à l'heure. En fait, on peut utiliser des expressions. Donc, ici, en fait, je suis en train de lui dire, dans le JSON d'entrée, donc dans la donnée que reçoit le node, ici, tu me mets l'email. Donc, en fait, pour le premier contact, il me mettra maxime@getcontrast.io. Pour le deuxième contact, il me mettra thomas@emile.school. Et pour le troisième contact, il me mettra ferenayel@gmail.com. Donc, c'est vraiment comme. En fait, c'est une des spécificités de N8N, mais ce qui fait aussi finalement la puissance d'N8N, c'est que généralement, il faut nous-mêmes mapper les champs. Mais en fait, cette capacité à nous-mêmes mapper les champs permet aussi de faire des calculs ou des spécificités dont on aurait besoin, parce que justement, on peut faire absolument ce qu'on veut. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ali. Il ne peut pas répondre, mais donc, du coup, c'est toi qui as mappé les champs ensuite du prénom et tout ça dans HubSpot. Alors, là, dans l'exemple, comme je le faisais rapidement, j'ai juste créé des contacts via l'email, Ouais. mais j'aurais également pu rajouter dans la configuration du node, j'aurais pu lui dire, bon, dans le champ first name,
tu me mets le first name. Dans le champ last name, tu me mets le last name, etc. etc., Ouais, comme etc. Zapier, quoi. Enfin, il faut faire Exactement comme dans Zapier. faire Et la donc, je peux avoir toutes mes propriétés. Je peux avoir du 1 à N, du N à 1. Enfin, voilà. On peut faire absolument ce qu'on veut. Titouan, il a une question. On peut définir des conditions. Est-ce que. Alors, attends. Mais on ne doit pas lui fournir des paramètres. Donc là, il nous a mis une formule. Je pense qu'il parlait de ton compteur, Maxime, quand tu présentais ton exemple de segment. Ouais, alors, ça va prendre une question. On peut définir des conditions. Oui, on peut définir des conditions. Donc, on peut faire des if finalement pour faire des branches et en fait exécuter différents nodes en fonction de différents critères. Mais on doit fournir des paramètres. Je t'avoue que je ne comprends pas trop la ligne. En fait pour le petit morceau de code de JS que je vous ai montré pour incrémenter la valeur, en fait, utilise justement le double pipe comme ce que tu as fait. Et en fait, je lui dis soit j'ai déjà une valeur et je fais plus 1, soit j'ai pas de valeur. Et dans ce cas-là, je mets juste 1. Mais je ne comprends pas trop ta question de paramètres à fournir. Oui, en fait, il était déjà fourni le paramètre. Enfin, tu l'as fourni en allant chercher le node et la suite, la longue ligne, en fait, c'était ça. C'est ça. Donc, dès qu'on va avoir en fait le signe $ suivi de node ou suivi de JSON, en fait, c'est là où on va avoir les paramètres. On peut soit les écrire nous-mêmes pour justement avoir cette flexibilité. En fait, on peut, ceux qui savent écrire du code savent qu'on peut utiliser par exemple la notation en points pour faire de la lecture en chaîne de JSON. Donc, si j'ai 4 JSON imbriqués, au lieu de les lire un par un, en fait, je peux les lire en chaîne avec la notation en points. Comme on peut aussi utiliser, comme l'a fait Naël et comme je vous ai montré quand j'ai partagé mon écran, on peut utiliser l'expression builder d'N8N pour aller cliquer et trouver manuellement en fait, les différentes propriétés pour les utiliser dans le workflow. Alors, Alexandre, on a répondu à une de tes questions. Je rebondis sur la réponse de Naël sur la deuxième, sur le délai maximum en fait, entre le début et la fin d'un workflow. En fait, souvent dans les outils d'automatisation, c'est pas tellement l'outil d'automatisation qui est limitant, c'est les outils qui l'utilisent en fait. En gros, parce que si tu as un énorme workflow avec plein d'outils et que certaines API mettent plus de temps à répondre que d'autres, en fait, tu pourras avoir le truc d'automatisation le plus puissant du monde. In fine, si l'API ne répond pas, ça prendra du temps, quoi. En gros. Et globalement, N8N, les traits entre les outils, c'est instantané, quoi. En fait, Ouais. dès que tu récupères la donnée, c'est tout de suite. C'est instantané, mais il y a aussi un autre point qui est de se dire, est-ce que potentiellement on pourrait avoir un workflow qui s'exécute pendant plusieurs minutes, plusieurs heures? Et effectivement, oui. J'ai déjà exécuté un workflow qui a tourné pendant 14 heures, il me semble. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de données, beaucoup de tâches, beaucoup de conditions et que ça prenait du temps tout simplement à exécuter. Pour vous expliquer finalement ce que c'était, j'avais un Google Sheet avec plein de noms d'entreprises et d'outils qu'ils utilisaient. Donc, j'avais leur CRM. Et en fait, l'idée, c'était de mettre à jour notre HubSpot avec toutes ces données-là. Du coup, en fait, j'ai fait un workflow N8N qui lisait le Google Sheet, qui faisait des recherches dans HubSpot pour des entreprises du même nom et qui mettait à jour certaines propriétés. Ça à faire avec un import, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors qu'avec N8N, la configuration, ça m'a pris quelques minutes, l'exécution, quelques heures, mais beaucoup plus rapide que de devoir le faire manuellement. Ça, c'est clair. Nicolas, sur GTM, GA, BigQuery, Naël, tu as répondu en partie. Alors moi, je suis en plein dans ces sujets parce que dans la tracking, on a GTM et GA4. En fait, dans GA4, il y a gratuitement une intégration avec BigQuery. C'est-à-dire que maintenant, dans GA4, vous aurez la possibilité de renvoyer en fait, dans un data warehouse les données brutes qui remontent depuis votre GTM et donc votre GA4. Et donc, si tu veux faire des automatisations basées sur des données de trafic ou récupérer de la donnée, en fait, alors, si tu es sur BigQuery, ça ne servira à rien parce que nativement, tu pourras le faire de GA4 vers BigQuery. Et si tu veux faire des actions par rapport à ça, tu pourras le faire puisque tu auras de la donnée dans BigQuery et qu'il y a un autre BigQuery, comme l'a dit Naël. Après, il faut voir s'il y a les actions qui t'intéressent dans BigQuery, parce que le node peut exister, mais les actions qui t'intéressent n'existent pas forcément. J'en profite peut-être pour enchaîner sur la question de Danusha qui demandait justement pour le node BigQuery. Alors, en soi, c'est pas ce que tu expliques là, c'est pas c'est vraiment un peu la blague de développeur classique. Hein. C'est pas un bug, c'est une feature. C'est la façon dont est construit BigQuery. En fait, généralement, quand on travaille avec des SGBD, donc des systèmes de gestion de bases de données, en fait, rarement on va mettre à jour des lignes. Et en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on ajoute des lignes en permanence, on ajoute de la donnée. Et quand on veut récupérer
les versions les plus récentes de chaque. Donc, supposons que tu aies tes 10 deals. Tous les jours, tu vas rajouter 10 deals, 10 deals, 10 deals, 10 deals, 10 deals. Et le jour où tu voudras accéder à ces données, en fait, tu demanderas les versions les plus récentes de chacune de ces deals. Tu pourras faire ça, par exemple, avec du SQL. Question de Tohan sur des use cases plus orientés gestion de la data. Alors, elle donne un exemple. Peut-on identifier que sur une table de ma BDD, voilà, qu'une table de ma base de données est KO ou qu'une API ne répond pas? Voilà, enfin, globalement, peut-être alors, la data et comment si on gère les erreurs dans N8N, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des trucs par rapport à ça? Ouais, alors il y a plusieurs trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même abordé surtout des thématiques qu'on pourrait appeler, on va dire, growth, sales ops, des outils que tout le monde connaît, les Google Sheets, les Airtable, le Webflow. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, et je t'invite à aller regarder la liste exhaustive de tous les nodes qui sont disponibles dans N8N. En fait, on a une montagne de possibilités et la plupart d'entre elles ne sont pas justement liées au sales ops ou à la growth ou au marketing. Donc, tu pourrais très bien créer des workflows qui gèrent ces cas-là. Tu pourrais, par exemple, faire un call API à ta base de données et regarder si ce call API répond par une réponse 200, 404 pour voir, par exemple, si ta table elle est encore active. Comme tu pourrais… ou bien une appli qui ne répond pas. En fait, tu as des systèmes de gestion d'erreurs qui sont directement intégrés dans N8N, comme tu peux en fait voir si l'API ne répond pas. En fait, tout ça est tout à fait possible dans N8N. Ouais, s'il y a un workflow qui ne marche pas, en fait, tu as aussi un trigger qui s'appelle error. Et donc, si tu as bien configuré tes trucs, ben, quand il y a une erreur sur ton workflow, ça lance un autre workflow en fait, qui peut te signaler, par exemple, sur Slack, qu'il y a une erreur. Et sur les problématiques générales de data engineering, en fait, c'est aussi l'avantage du pricing de N8N. C'est-à-dire que si tu veux, déjà, sans payer un Fivetran qui est quand même puissant mais très cher, récupérer de la donnée et la mettre dans un data warehouse, en gros, tu peux utiliser N8N pour faire ça. Et l'avantage du paiement au workflow global, c'est que tu peux un peu t'en sortir, voire même quand tu hostes sur ton propre serveur, comme l'a fait Maxime plusieurs fois, là, tu as une limite, un petit ETL maison beaucoup moins cher qui te permet de faire des analyses croisées. Après, il y a aussi des limites, c'est-à-dire dans la taille des fichiers. Par exemple, des vidéos YouTube, si elles durent 1 heure, ce webinaire, par exemple, c'est compliqué de le mettre en ligne avec YouTube en passant par N8N, parce qu'il ne peut pas traiter des volumes de données. Je ne connais pas les limites, mais il y a quand même des limites sur le volume qui peut passer. C'est pour ça aussi qu'il faut quelques compétences en Python peuvent être très utiles quand on a justement des problèmes de volume. C'est bien pour ça qu'on a fait du Python et des Cloud Functions à la formation Marketing Data Automation, parce que parfois on va travailler avec des volumes qui sont trop gros, que ce soit trop de contacts, une vidéo trop grosse. Et en fait, on peut… et je pense aussi qu'une bonne compréhension des outils d'automation comme Zapier, comme N8N, en fait, rendent d'autant plus simple la création de scripts qu'on peut déployer, qu'on peut héberger nous-mêmes pour des coûts qui sont finalement assez faibles. Ouais, de toute façon, de manière générale, les outils no-code, low-code, c'est fait pour 80% des usages, mais pas 80% des usagers. Donc, en fait, chaque usager, au bout d'un moment, va arriver à un usage où il devra en fait aller sur le code. C'est pour ça que l'utopie de dire que les développeurs vont disparaître avec le no-code, low-code, c'est faux. En fait, pour vraiment, alors, faire des trucs très avancés, mais surtout pour vraiment exploiter ces outils, il faut faire un petit peu de code au bout d'un moment. Alors, ça, pour plein de choses, c'est très utile facilement sans code, mais voilà, il y a toujours une limite intrinsèque. C'est vrai pour Webflow, c'est vrai pour Bubble, c'est vrai pour tous ces trucs-là. De toute façon, deux dernières questions. Nicolas, N8N fait-il les mêmes choses que DataIQ? Alors, moi, je vais être un peu marrant. Enfin, j'ai toujours pas compris ce que c'est DataIQ, moi, parce que j'ai l'impression que c'est un énorme truc qui fait de la data science un peu de manière générale. Donc, je sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Pour moi, ça fait pas la même chose du tout. En fait, DataIQ, c'est un gros produit pour des grosses boîtes qui les aide à faire de la data science au sens large, quoi. Donc ça fait un peu du data engineering, tout ça. Enfin, c'est très très cher et c'est des gros machins. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse là-dessus. Moi, je ne connais pas. En fait, c'est pas du tout. En fait, c'est juste pas la même classe d'outils. DataIQ, c'est un outil qui va permettre à des entreprises et peut-être des équipes qui n'ont pas de connaissances en IA ou en machine learning de prendre des bases de données et d'en créer des modèles d'IA, de créer des modèles prédictifs, etc. Là, on n'est pas du tout sur le même. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Là, on est beaucoup plus sur des problématiques qu'on pourrait appeler data ops ou dev ops, qui sont plutôt de faire transiter de la donnée entre les différents outils, plutôt que de lire, comprendre, analyser et déduire des résultats à partir de données préexistantes. Donc, non, pas du tout.
pas du tout la même chose. La question, c'était comment est linké ton formulaire Tag.js. Alors, je ne sais pas de quel workflow tu parlais, Abid. Je ne sais pas si vous avez, ça vous parle aussi à vous. C'est peut-être le formulaire Webflow. Linker ton formulaire Tag.js. Quand on crée un formulaire Webflow, on définit des champs, on met des noms et des valeurs. Et en fait, dans le nom de chacun des inputs, je peux mettre nom, prénom, etc. directement dans Webflow. Et après, quand je le récupère avec mon webbook, je le récupère avec les noms de valeurs que j'ai rentrés dans Webflow. Et si la question était comment c'est finalement fait techniquement, quand on va ajouter le trigger webbook, enfin le trigger Webflow dans n8n, en fait n8n va utiliser les informations du credential pour configurer votre compte Webflow pour qu'il envoie un webbook à chaque fois que le formulaire est rempli. n8n s'occupe de faire tout ça pour vous. C'est pareil pour HubSpot, c'est pareil pour Airtable, c'est pareil pour tout ça. Et donc, on n'a pas besoin justement d'aller dans les settings de l'outil, dire je configure le webbook avec telle URL sur tels events. n8n s'occupe de faire tout ça pour vous, donc c'est très puissant. On est en retard de 10 minutes, hein, mais c'est parce qu'il y avait des questions, donc c'est un bon retard, j'ai l'impression. Merci aux derniers qui ont tenu jusqu'à la fin, de toute façon. On va faire un replay, donc bon, vous êtes encore là, mais pour les autres, ça le fera. Merci beaucoup Maxime et Naël pour votre temps et pour toutes ces infos. Je vais m'occuper de faire le replay et tout ça, et puis on vous dit à très bientôt, j'espère sur un prochain webinaire. Merci pour l'invitation et passez une bonne après-midi. Salut à tous. Ciao.